demand and supply, you know, is unable to meet foreign exchange at the official window, and so a lot of individuals have to wait. He got dropped, he got over. Oh, he's going to get knocked out. He brings the storms in again. Etc. And so Allô docteur, ça a recommencé. J'arrive tout de suite. Bon alors, monsieur Pelletier, que vaut le plaisir de votre venue? Docteur, je vais vous dire mon secret. D'accord. Je vois des gens être mis KO. En rêve, vous voulez dire? Non. Quand vous êtes éveillé? Oui. Vous voyez des KO dans des rings, dans des cages? Ils vont et ils viennent comme n'importe qui. Ils ne savent pas encore qu'ils vont être mis KO. Et vous en voyez souvent? Tout le temps. Il y en a partout. Dites-moi ce que je dois faire alors. Eh bien, on continue en 2023. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le JDF, le journal du fight, épisode 8, présenté toujours avec Guillaume Pelletier. Guillaume, comment ça va? Ça va super bien, merci beaucoup. Une bonne année à tous les gars, la santé, plein de bons résultats, des victoires, des KO et on sera tous heureux. Ben ouais, grave, c'est clair, une bonne année à tout le monde, à tous les auditeurs qui nous écoutent. Et puis ben, encore merci pour la force que vous nous avez donnée en 2022 à travers vos interactions, vos commentaires, vos likes. Et puis ben, on va faire la même en 2023. Hein. Let's go. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par le bilan, toi, que tu peux faire de la Bulgarian Top Team sur l'année 2022, Guillaume, en sachant que tu as eu 52, 53 victoires, c'est ça? 52, ouais, exactement. C'est une très grosse année. Jusqu'au dernier jour de l'année, en fait, vous avez arraché des victoires. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on a pris une très très belle victoire sur le dernier jour de l'année. Comme je disais, pas des moindres victoires, sachant que c'est la ceinture du Cage Warriors. On avait une position de underdog, tu sais, de challenger. Et voilà, Chage a fait le boulot. Chage, en fait, c'est quelqu'un qu'on connaît un petit peu sur le circuit français, parce qu'il a combattu à Arès. Il a notamment battu Samir Faydin à Arès. Et donc voilà, derrière, on l'a mis sur la ceinture du Cage Warriors. Il remporte la ceinture.
Potentiellement, il se positionne sur une place à l'UFC de Londres au mois de mars. On est en train de discuter. J'espère que ça va le faire. Mais grosse année. Ouais, très, très grosse année. 52 victoires en 2022. C'est un truc de fou. Et toi, quels sont les conclusions? Bien sûr, quels sont les objectifs pour 2023? 2023, c'est faire des meilleures stats. On est à l'heure actuelle, il me semble, à 62% de victoires. Donc avec 52 victoires, je crois qu'on a 30 défaites, il me semble. Attends, bouge pas, je peux te dire ça tout de suite. 31, très exactement. Un no contest, un nul. Tiens, un nul, tu vois à qui il fait référence, c'était Damien Lapillus contre Amin Ayoub. Donc, ce qu'on peut souhaiter, c'est de faire encore de meilleurs résultats, c'est d'avoir encore plus de combats. Mais quand même, on a fait 85 combats sur l'année 2022, ce qui est juste un truc de fou, quoi. Donc, ouais, ça a été une belle année. Sincèrement, je suis très content de l'année 2022. Et j'ai le sentiment, sincèrement, que l'année 2023 va être encore meilleure. Elle commence déjà très, très fort. On a déjà beaucoup de combats de prévus, des gros combats. Donc, ça va être cool. Super. Et au niveau du bilan du MMA français, toi, qu'est-ce que tu en as pensé en sachant que il y a eu pas mal d'événements. La légalisation du MMA, ça y est, c'est fait. Elle est en place. Je veux dire, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette année? L'année, ouais, comme tu as dit, la légalisation du MMA a permis beaucoup de choses, en fait, a permis plein d'organisations qui se sont créées en France, du coup beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de communication autour des combattants, parce que le fait de combattre chez toi, en fait, tu deviens la tête enfin d'affiche. Tu vois, ça change de à l'époque où on partait combattre l'anglais en Angleterre et compagnie. Donc ouais, bien sûr, ça fait beaucoup de bien. Arrest nous a fait aussi beaucoup de bien. Tu vois, ça a amené aussi beaucoup de lumière sur le territoire français. Il y a d'autres organisations aussi qui arrivent et qui font le taf. Donc non, l'année est excellente. L'année est vraiment très bonne pour le MMA français. Et je pense que ça va être de mieux en mieux. Puis en plus, je tiens à souligner, on a eu quand même le premier événement du UFC en France, quoi. Donc c'est ouf, quoi. C'est ouf. 2022, ça va être une année qui va être marquée dans l'histoire du MMA, quoi. Ouais, je crois qu'elle t'a même marqué toi, parce que tu étais à l'UFC en plus, tu vois, donc tu as vécu un bon moment. Dans les yeux et dans la tête de tous ceux qui ont assisté à l'UFC Paris, ça restera un événement inoubliable, tu vois. Moi-même qui a pourtant l'habitude d'assister aux UFC, celui-ci à Paris, ça a été un truc de fou. Je l'avais déjà dit sur le journal du Fight, à l'entrée de Benoît, sincèrement, c'était quelque chose d'exceptionnel. Ce sont vraiment des émotions que tu peux retrouver que dans ce genre d'événement ou dans les gros matchs de football, tu vois, mais c'était incroyable, c'était sincèrement magnifique. Et d'ailleurs, est-ce que tu as des infos sur éventuellement un retour de l'UFC en 2023? Et est-ce qu'on pourrait voir Benoît s'il y a UFC en France? Il y aura Benoît encore sur la carte? Bien sûr. Alors, il n'y a rien d'officiel, mais je sais qu'à l'heure actuelle, c'est en train de parler pour la fin de l'été. La fin de l'été 2023. On a Benoît qui combat au mois de février. Donc, potentiellement, la fin de l'été, ça tombe à pic. Donc, oui, bien sûr. C'est totalement en projet de revoir systématiquement Benoît sur les UFC en France parce que tu sais, on va pas se mentir, c'est un gros plus de combattre à la maison, de combattre dans ton pays, tu sais. Donc, bien sûr. Si on peut, on le fera. Et comme se veut la tradition sur les médias du MMA en France, on va faire aussi les MMA Awards. On va se prêter au jeu. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront intéressés pour avoir ton avis. Donc on va commencer par les 3 combattants français de l'année masculin. Combattant français de l'année. Ouais. J'ai mis Saladin Parnasse. Incontestable et incontesté. Saladin Parnasse numéro 1. Derrière, je mets Cyril Gane et je mets, et c'est pas du tout du favoritisme ou parce que c'est mon athlète, mais je mets Benoît Saint-Denis. Tu vas certainement me poser la question de pourquoi, alors il faut peut-être que je te réponde maintenant. Benoît Saint-Denis, parce que 2-0 à l'UFC en 2022, 2 finishes. Bam, bam. Simple, efficace. Ok. Moi, je passe au mien. Première position, Cyril Gane.
Voilà, main event UFC Paris, catégorie reine. Puis au passage, il a aussi disputé la ceinture. Enfin voilà, il a eu la ceinture intérimaire, il a manqué de peu la ceinture tout court et il termine en beauté. Donc franchement, Cyril Gane. Deuxième, Saladin Parnasse, voilà, double champion, comme tu as dit, indiscutable. Et en troisième, moi j'ai mis Nassourdine Imavov. Alors j'ai hésité avec Benoît, mais en fait, Nassourdine, il se classe plus haut dans le classement et il a pris des points que Benoît. Alors ouais, il me semble qu'il y a eu des décisions, il y a eu une défaite aussi, je crois. Mais voilà, enfin, en termes de nom, j'ai trouvé qu'il avait pris des plus gros noms que Benoît, étant donné qu'il est un peu en mode accélérateur là, donc voilà. J'attends que tu aies fini pour te contredire, t'inquiète pas, j'arrive. Vas-y, dis-moi, j'ai fini. En fait, non, moi je peux pas le mettre devant Benoît, je vais t'expliquer pourquoi. En 2022, il n'a fait qu'un combat, un seul combat, gagné à la décision. Voilà. Et non, il y avait Yann Henich et comment il s'appelle, Edmond Chabazian. Ça, c'est 2021. Et Edmond Chabazian aussi. 2021. 2021 ? Ah ouais, ok. Sur l'année 2022, il a 1-0, une décision. Tandis que Benoît Saint-Denis a 2-0, 2 finishes. Pour moi, c'est incomparable. Ok. Ouais, bon, ouais. ok. Allez, dis-moi que j'ai raison. ouais, t'as raison. Voilà. Et en troisième, en international, les trois combattants, moi j'ai mis Leon Edwards. Voilà le chaos spectaculaire sur Kamaru Usman. Alex Pereira et Alexander Volkanovski. Okay. Parce que numéro 1 pound for pound et puis ce qu'il a fait dans sa catégorie aussi, donc c'est incroyable. Donc voilà. En fait, ouais, je suis assez d'accord. Edward, parce qu'en fait personne ne l'attendait, on va pas se mentir, il faudrait vraiment être un menteur pour dire oui, je le savais quoi. Je savais qu'il allait gagner. Personne ne donnait cher de sa peau et voilà, donc il a fait mentir les pronostics et ça c'est quelque chose qu'on adore. Donc Edward évidemment. Pereira parce que le combat c'était un truc de fou, retournement de situation incroyable et c'est ça qu'on aime, donc magnifique. Après je vais être un peu relou, moi en 3 je vais mettre un athlète qui fait pas partie de l'UFC, c'est Evgeny Goncharov, c'est un russe poids lourd, donc la catégorie poids lourd à l'ACA c'est une dinguerie, c'est une boucherie. J'avais d'ailleurs un combattant qui était champion là-bas, donc je suis assez à même de dire le niveau qu'il y a. Et Goncharov a fait un 2-0 cette année avec 2 finishes. Enfin, voilà, c'est une machine de guerre. Il est à 18-3. S'il ne va pas à l'UFC, c'est clairement parce qu'il doit gagner un salaire absolument monstrueux à l'ACA. Donc, je sais que c'est méconnu pour le circuit français, mais j'avais envie de le placer parce que c'est un combattant que je respecte, d'autant plus qu'il a battu justement mon athlète Tony Johnson sur le dernier combat. Donc voilà, j'avais envie de le mettre parce qu'il m'impressionne beaucoup ce combattant. Et si tu devais mettre un combattant de l'année, lequel ce serait ? International ? Ouais, international et français confondus, quoi. Français, encore une fois, je dirais Saladin, sincèrement pour les raisons que j'ai données tout à l'heure. International... vraiment, ce qu'a fait Edward, je trouve ça beau, tu vois. Je trouve ça beau parce que, sincèrement, tu m'aurais posé la question avant le combat et il faut être honnête, je t'aurais dit, il va se faire déglinguer, quoi. Donc, moi, j'adore ça, en fait, tu vois. J'adore ça quand le challenger gagne et que personne ne l'attendait. Voilà. Moi, je voulais te poser une question pour Saladin Parnasse. Ça te dérange pas de le mettre devant des combattants du UFC ? Alors, c'est compliqué, effectivement. C'est compliqué parce que, quoi qu'il en soit, il n'a pas au KSW... la rivalité et le niveau qu'il pourrait rencontrer à l'UFC. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Donc, c'est compliqué là-dessus. Il n'empêche qu'il a fait un truc absolument exceptionnel de prendre 2 ceintures au KSW. En plus, tu sais, il y a une question de style. Il y a aussi ce qu'il fait, il y a la façon dont il combat. Dans la majorité des cas, en plus, il finit ses adversaires. Non, c'est un bel athlète. Non, ça, j'y vois pas d'injustice au fait de le mettre au premier, sincèrement. Moi, combattant de l'année international, je voulais mettre Alex Pereira
Je trouve qu'on parle pas assez on parle que de sa performance qu'il a fait face à Israël Adesanya, mais il faut savoir que il a fait 3 combats quand même, quoi. Donc voilà, et là c'est le champion, donc voilà. Ensuite on va passer à la combattante française de l'année et internationale aussi. En fait, pour les deux, je vais te citer la même personne, en fait. Manon, sans aucun doute. Alors, en athlète française, voilà, bon, il n'y a pas photo. Et en athlète internationale aussi, j'ai envie de te dire, parce que c'est celle qui a le plus beau parcours, en fait. Je crois qu'en début d'année, elle était 7e, il me semble, dans le roster. Aujourd'hui, c'est la première challenger. Donc, grosse progression. Grosse montée dans les classements. Voilà, Manon Fiorot, sans aucun doute. Ouais, j'ai mis pareil. Juste à l'international, j'ai mis Amanda Nunes. J'ai hésité avec Valentina Shevchenko. Parce qu'Amanda Nunes, je trouve qu'elle est revenue de sa défaite et je trouve ça vraiment très, très beau. D'ailleurs, petite parenthèse, toi, tu aimerais l'avoir face à qui, Manon Fiorot, Valentina Shevchenko? Ou apparemment, dans un podcast, elle a parlé de Rose Namajunas. Face à qui tu aimerais l'avoir, toi? En fait, si tu veux, stratégiquement, je trouve magnifique qu'elle ne se précipite pas. Ça, c'est aujourd'hui une maladie chez les combattants, c'est le fait de vouloir avoir tout très vite, en fait, tu vois, de griller les étapes. Je trouve ça magnifique qu'en interview, elle arrive à dire non, je voudrais faire un combat. Je crois qu'elle a dit un main event avant de faire la ceinture. Franchement, je trouve ça magnifique. Le combat contre Rose prend tout son sens. Tiens, d'ailleurs, j'ai vu que Rose avait perdu en grappling la semaine dernière. Mais ouais, c'est un joli combat. C'est un joli combat. Moi, ça me plairait bien. Je trouve ça bien. C'est intéressant. C'est un combat, en tout cas, que je regarderai, moi, quoi. On va passer au prospect de l'année. Donc, j'ai pas forcément mis de nombre. Moi, j'en ai cité 2. Après, je pense que j'en oublie, sincèrement. Là, sur les derniers arrêts, il y a beaucoup de combattants aussi. Je suis désolé si je les mentionne pas. Mais le numéro 1, pour moi, c'est Baki Baysangour Shamsudinov. Pour moi, c'est le prospect de l'UFC. Il y a aussi Jordan Zebo que je vois comme un prospect et Brandon Brachet. Voilà. Je tiens à le souligner. Ouais, voilà. Qui se fait discret, mais qui fait parler de lui déjà de par ses résultats et qui, je pense, dans 2023 va faire bien parler de lui aussi. Ouais. Dans les prospects, en fait, le truc, c'est qu'il y a 2 choses. En fait, qu'est-ce qu'on appelle prospect, en fait? Est-ce que c'est un nom qu'on ne connaît pas trop et qui est en train d'arriver, ou est-ce que c'est un gars qui a moins de 25 ans, ou tu vois, il faut qu'on définisse les termes de prospect, parce que sinon, je peux t'en citer un francophone. Ouais, j'ai envie de dire moins de 25 ans, tu vois, qui vient de commencer, quoi, que ça fait pas longtemps qu'il est sur le parcours professionnel, j'ai envie de dire. Ok. Bon, alors du coup, le combattant que je voulais te citer, on va le changer de catégorie, on va le mettre en catégorie sous-côté. Voilà, sous-côté de l'année. Ouais, les sous-côtés de l'année, c'est pas mal ça aussi. Et je vais te dire, Yann Elias chez les francophones, 4-0 en 2022, dont 3-0 au KSW. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, tu vois. Donc chez les francophones, en sous-côté, du coup, je te dirais Yann Elias. En revanche, en prospect, pour moi, Brandon, c'est vraiment un prospect, sauf qu'aujourd'hui, il n'a pas encore vraiment fait ses preuves. Il a fait uniquement un seul combat en décembre 2022. Donc, c'est peut-être un petit peu tôt pour le mettre chez les prospects. Mais, ouais, je te dirais, voilà, chez les sous-côtés, on a Yann et on a aussi Yanis Guémouri. Tu vois, Yanis Guémouri, on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas assez. C'est un athlète aujourd'hui qui a 11-1. Yanis Guémouri, je suis en train de regarder, il n'a pas perdu depuis 2015. Il est sur une série de 3, 4, 5, 6, 7, 8 victoires. 8 combats d'affilée. Voilà. Et en plus, je suis sur Tapology et je suis en train de regarder sur sa photo de profil Tapology. Il y a vraiment un mec beau gosse derrière. Donc, c'est d'autant plus la raison pour laquelle je vais le mettre dans la catégorie des gars super sous-cotés. Mais attention, il se pourrait qu'en 2023, les sous-cotés deviennent des gars qui vont totalement exploser. Il y a des surprises à venir. Ouais. Concernant Yanis, on peut avoir une petite surprise en 2023. Est-ce qu'on pourrait le voir un peu combattre en France? Ouais. Moi, j'ai de grosses ambitions avec Yanis et j'ai aussi de très grosses ambitions avec Yann Lias. Je suis à l'heure actuelle
pourparlers avec une très grosse organisation, la très grosse organisation, dont j'ai le t-shirt et dont tu as le pull. Et voilà, on est en discussion et on croise les doigts et voilà. Affaire à suivre. En parlant d'organisation, on va citer les trois organisations de l'année, internationale et nationale. Moi, j'ai nommé en troisième position ONE FC, Bellator deuxième et en première l'UFC. Okay. De très très loin pour l'international. Moi, j'aurais pas mis le ONE FC. Je déteste cette organisation, sincèrement, j'aime pas du tout. Tu sais, pour les connaître un petit peu en interne, pour avoir échangé avec eux, pour avoir négocié avec eux, je suis pas fan de leur stratégie de recrutement, de la façon dont ils payent les combattants. Il y a des combattants, ils t'envoient des offres absolument incroyables. Tiens, par exemple, j'ai reçu une offre pour Oumar Sy. Tiens, celle-ci, c'est une info totalement exclusive. J'en ai même pas parlé à Oumar, pour te le dire, tu vois. Parce qu'en fait, ça ne m'intéresse pas du tout d'aller mettre Oumar au ONE FC, parce que le mec proposait un contrat de 5 combats. Ce qui veut dire, en fait, tu es bloqué pendant 2 ans, quoi, tu vois. En plus, ils ont un rythme pour faire combattre leurs combattants qui est extrêmement lent. Donc, je ne suis pas très fan de cette organisation. Donc, je te dirais en 3, moi, j'ai mis en organisation internationale. J'ai mis le Bellator, parce que ça reste un morceau, ça reste solide. Voilà. En 2, j'ai mis le KSW. Et en 1, voilà. En 1, l'UFC, bien évidemment. Et en national, troisième place, moi j'ai mis Hexagone. Okay. Parce que franchement, il y a eu des belles cartes. MMA GP en deuxième. Voilà. On a beaucoup critiqué le MMA GP sur le journal du fight de par les combats qui n'étaient pas souvent trop serrés, mais quand même, je les mets en deuxième parce que les main events, grâce à Cédric Doumbé, Jérôme Le Banner, ça faisait plaisir de les avoir sur le sol français, donc deuxième place. Et les numéros 1, Arès, franchement, Arès, ils ont pris une place de numéro 1 et franchement, elle est pas volée. Et puis, je pense qu'ils sont loin devant aussi. Alors après, j'ai pas eu la chance d'y assister aux deux, donc je peux pas dire en interne. En fait, pour te répondre, tu disais on a beaucoup critiqué le MMA GP. Moi, je trouve pas. En fait, je trouve qu'on a fait des analyses. Quand c'est bon, on dit que c'est bon. Quand c'est pas bon, on dit que c'est pas bon. Tu vois, voilà. Donc, en fait, MMA GP, Hexagone, j'ai envie de te dire, on va les mettre en second ex-aequo. En fait, tu vois, moi, je vois pas forcément une orga qui se démarque. Parmi les deux, c'est 2 organisations qui font bien leur boulot et qui sont en train de monter. Il faut leur laisser le temps aussi. Ça prend du temps de devenir une grande organisation. Il faut avoir un roster. Pour avoir un roster, il faut organiser très régulièrement et tout ça, ça prend du temps. Faire monter des gars, ça prend du temps. Et voilà, très loin devant, il y a Arès, quoi, tu vois, qui est sur un tout autre niveau à l'heure actuelle, quoi. Ouais. Dommage qu'il n'y a pas eu, je pensais, au 100% Fight aussi, cette année, qu'il n'y a pas. Il y a eu un bel événement. Ouais, okay. On les a presque pas vus, malgré qu'il y a eu un bel événement. Le Classico, là, c'était super, super sympa. Du coup, on va passer au main event de l'année français. Moi, j'ai mis Karl Amous vs Abdul Abragimov. Moi, c'était le main event français qui m'a vraiment hypé, quoi. Voilà, où vraiment j'avais envie de le voir. Et toi, c'était lequel? En fait, moi, j'ai pas envie de mettre selon la hype, j'ai envie de mettre selon la qualité du combat. Donc, je mettrais 2 combats ex-aequo. En fait, je mettrais Karl Amoussou contre Michael Lebou, qui a été un superbe combat. Et je mettrais Amin Ayoub contre Damien Lapillus. Le combat retour, qui a été de très haut niveau et qui a été très serré. Et voilà, pour moi, c'est vraiment les 2 confrontations francophones qui ont été les plus intéressantes à regarder et qui, à moi, en tout cas, m'ont donné le plus d'émotions à suivre. Même, tu sais, au-delà des combats, il y a eu aussi les histoires qui allaient avec, tu vois. C'était le package complet, quoi, qui était intéressant. Donc, voilà. C'est vrai. Et à l'international? À l'international, je vais te remettre encore le combat entre Pereira et Adesanya. Ah ouais, ok. Ouais. Moi, j'ai mis Cyril Gane vs Francis Ngannou. Après, il y a un petit côté... Il
y a un petit côté chauvin dedans, mais ce combat, franchement, c'était aussi incroyable et il était attendu, quoi. Bah, tu sais quoi? Le fait d'échanger avec toi, tu es en train de me convaincre. Effectivement, quand on y repense, c'était quand même quelque chose. C'était quelque chose, on l'attendait. Avec aussi tout l'histoire qu'il y avait autour de l'entraîneur et tout. Le combat était beau. Ouais, puis le combat lui-même. Ben, ça rejoint ce que tu dis un peu pour les 2 combats d'avant aussi sur le sol français. C'est vrai que la qualité, elle était au rendez-vous, quoi. Ça fait pas tout d'avoir une histoire. C'est aussi bien quand le combat il suit derrière, c'est vrai. Absolument. On va passer aux 3 entraîneurs de l'année. Ouais. Ben, je te laisse l'honneur de commencer. Alors, dans les 3 entraîneurs et au vu des derniers résultats, moi je mets Daniel Worin. Daniel Worin sur les 5 derniers combats, c'est 5 KO, 5 victoires par KO, quoi, tu vois. En fait, ces mecs, ils sont trop méchants, ils sont trop violents, quoi, tu vois. Donc pour moi, ça c'est une performance incroyable. Fernand Lopez, évidemment, beaucoup de combats, beaucoup de bons résultats. Donc bon, ça c'est incontournable, j'ai envie de te dire. Et en 3, je mettrais Aldric Cassata, parce qu'en fait, on ne peut pas dire que Manon fait un travail de ouf sans nommer son coach, tu vois, qui a une très grande part, je pense, de responsabilité dans sa réussite. Et en fait, si tu veux, j'ai envie de souligner les 3 coachs qui ont des combattants qui performent au plus haut niveau, tu vois. Parce que je pense que tu ne peux pas performer au plus haut niveau sans avoir un très grand coach à côté de toi, tu vois. C'est pour ça que la logique voudrait que ce soit Worin, Lopez, Cassata. Voilà. Je change la logique. Moi, je mets Aldric en premier. En deuxième, je mets Daniel Worin. Et en troisième, je mets Fernand Lopez. D'accord. Voilà. Après, c'est vrai qu'on peut tous les mélanger. Au final, franchement, les 3, ils ont fait, ils ont fait un taf monstrueux en 2022. Oui, voilà. Je dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais ouais, c'est compliqué de dire en fait celui-ci est meilleur que. Tu vois, c'est compliqué en fait. Donc on va sortir en fait les 3 en disant que selon nous ce sont les 3 meilleurs, quoi, tu vois. Mais c'est compliqué parce qu'on n'assiste pas non plus à ce qui se passe dans les salles, etc. Tu vois. Mais en attendant, encore une fois, si vraiment on se base sur des faits, parce que c'est ce qu'on aime faire toi et moi, on n'est pas dans la critique pour critiquer. En fait, on s'appuie sur des faits réels. Bah, en fait, ce sont les 3 coachs qui ont les 3 combattants qui performent au plus haut niveau. Voilà. Donc logique. Et pour les management, du coup, moi j'ai mis en 3e place Résilience. Je respire, t'as vu? Ok. Ouais, en 2e, j'ai mis la BTT, okay. de par les résultats que tu m'as transmis. Et en numéro 1, j'ai mis le Management Factory, qui pour moi est devant, parce que aussi ils ont beaucoup plus de combattants. Voilà, sur des plus grosses organisations. Donc voilà mon classement. Je sais pas si toi t'as. Comme qui? À l'UFC par exemple, si je prends il y a plusieurs combattants à l'UFC du Factory que des autres teams que j'ai cités, quoi, des autres management. Donc voilà, après, si je fais le tour de toutes les petites orgas et tout, non, je pense que ouais, ça se vaut après. Je rejoins ce que tu as dit, hein, je rejoins. Je voulais juste te faire argumenter, en fait, tu vois, mais je rejoins ce que tu dis, en fait, parce qu'il faut être. Après, c'est vrai que j'ai pas tous les tableaux des nombres de combattants qu'il y a des managements en fonction des orgas. Je pense que ça se vaut, mais je parle dans la catégorie, voilà, l'UFC. C'est sûr que le Factory, c'est numéro 1, donc je les mets en numéro 1. Et aussi, je prends en fait accompli, quoi. Ils ont combattu pour la ceinture des poids lourds, donc voilà, c'est pour ça aussi. Non, je suis d'accord avec toi. En fait, la conclusion, je pense, c'est qu'il y a... En fait, c'est comme on citait tout à l'heure, Arès, c'était un peu Arès et les autres, tu vois. Là, on peut dire qu'on a Management Factory, la BTT, et derrière, il y a aussi d'autres managements qui font bien leur boulot. Mais malgré tout, en France, aujourd'hui, il faut être honnête, il y a 2 gros managements qui se distinguent. Ce sont le Management Factory et la BTT, quoi. Voilà, il faut être honnête. Et il y a aussi 2 combattants que je n'ai pas cités. Justement, on va parler rapidement de leur organisation et de eux. C'est Cédric Doumbé, quand même, qu'on n'a pas
souligner quand même, en 2022, il a fait sa transition MMA. Je veux dire, enfin, il avait fait bien depuis un moment, mais je veux dire, il s'est mis sur le circuit et il a quand même fait trois victoires. Alors bon, ça a été beaucoup discuté, mais franchement, le taf, les taf et les victoires sont présentes. Donc franchement, je tenais à souligner. D'ailleurs, je voulais savoir qu'est-ce que tu en avais pensé, toi, de les combats. Bah, du coup, pour rebondir un petit peu sur une remarque que tu as faite tout à l'heure, tu sais, encore une fois, on essaye vraiment d'argumenter sur des faits et d'être honnête, parce que regarde, lors de la conférence de presse, même Cédric Doumbé, lui-même a dit que ses 2 premiers adversaires étaient éclatés, quoi. C'est ce qu'il a dit, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc encore une fois, c'est pas nous, tu vois. C'est même le combattant, même lui, il admet, quoi, tu vois. Donc voilà. Alors, son dernier combat, je te dis la vérité, je suis super déçu. Je suis super déçu, mais pas de Doumbé, en fait, de l'opposition, en fait. J'attendais beaucoup plus de son adversaire. Pour être très honnête, j'attendais vraiment beaucoup plus. Dans mes souvenirs, c'est quelqu'un qui avait un bon niveau, en plus, tu vois. J'étais vraiment persuadé qu'il pouvait poser des problèmes à Doumbé. Alors, je dis pas forcément le battre, tu vois, mais offrir beaucoup plus que ce qu'il a offert. C'était pas suffisant. On n'en a pas eu pour notre argent. Et voilà, non, on a été déçus. L'opposition n'était pas à la hauteur. Et une combattante aussi qui n'est pas été, c'est Laetitia Blo, qui quand même prend la ceinture de Hexagone et qui a eu de belles victoires en 2022. D'ailleurs, là, elle revient. C'est la date exacte de l'événement, je ne l'ai pas. Mais elle va défendre sa ceinture, justement. Ouais, elle revient le 22 janvier contre une adversaire qu'elle avait déjà prise. Ils s'étaient séparés sur un match nul. Donc voilà, c'est la revanche. Ouais, Laetitia Blo, elle fait le taf. Taf. Ouais. Voilà, donc juste une petite parenthèse sur MMA GP Hexagone. Ouais. Voilà, affaire à suivre en 2023. Et on va enchaîner sur là, la carte, elle a fini, il me semble, d'être bookée. C'est l'Ares 11 avec le retour d'un certain Amin Ayoub. Rapide le retour. Hein. Ouais. Amin, c'est quelqu'un qui a besoin de rythme, en fait. Si tu veux, lui, il a besoin de combattre régulièrement et c'est de ça dont il a besoin pour être à son meilleur niveau. Donc voilà, on n'avait pas de temps à perdre. On y retourne, en plus, contre un adversaire qui sort d'une très belle victoire contre Teddy Violet. Donc gros combat à venir pour... ça va être costaud. Hein. Moi, Gilles, j'ai eu la chance de le voir combattre de très très près à l'Octofight, franchement, combattant assez expérimenté, franchement, il est longéline et tout, et il est solide, il est complet, que ça soit debout au sol, franchement, il affrontait un gars, un Brésilien, c'était, franchement, il était solide, et il a perdu le combat, mais franchement, c'était une guerre. Donc, je suis très très curieux de voir ce combat. Je pense que ça va être le combat de la soirée. Amin, je pense, a cœur de marquer son retour. Ouais, il est établi, du coup, Amin, franchement, en RS1, il se sent... Ouais, il est bien, il est respecté. C'est aussi quelqu'un qui est très suivi, donc c'est intéressant pour l'organisation. Tout le monde s'y retrouve, en fait, dans cette collaboration. Donc, non, ça se passe très, très bien. Très actif, et c'est ce qu'on cherchait, donc c'est nickel. On a le retour aussi de Alexandra Tekena. Ouais, qui prend une solide combattante, là. Hein. Ouais, mais qui va là-bas. Stedman. Ouais, je pense. Ouais. Ça se voit à la fin. Ouais. On a Jordan Zebo aussi qui va enfin faire le combat face à Michael Marie Sardi, le combattant qui avait affronté justement Baïsangour. Eh ben, je crois qu'il y aura du changement au niveau de ce combat. Voilà, j'en dis pas plus. Ok. Ouais. Et on a Meditir face à Aboubakar Bathily. Ouais. On va l'avoir ce combat. On espère. Hein. On espère qu'on va l'avoir. C'est un classico, ça. Attention, on n'est pas arrivé encore à la date ultime. Hein. Il peut se passer des choses. Mais... je pense pas que Boulox il va se blesser en faisant des soulevés de terre. Là. Il est chaud. Imagine, il se claque un ischio ou quelque chose. Tu vois. Attention, ça arrive vite ces choses-là. J'espère pas, je le souhaite pas. Non, franchement, ça va être un beau fight aussi. J'annonce banger.
Franchement, à suivre. Suivez ce combat, ça va envoyer. Et on a Hugo Guillon aussi. Hein. Ouais, on a Hugo Guillon. Avec une petite surprise, on a un changement d'adversaire. Voilà. Ah ouais, c'est pas. Bonjour. C'est pas Donatel. Ouais, c'est ça. Il y avait un gars comme ça. Il y a un petit changement. Voilà. Il y aura certainement ce combat, mais un petit peu plus tard. Donc, ouais. Mais Hugo Guillon reste sur la carte. Donc, voilà. Surprise à venir très bientôt quant à son adversaire. On a le fameux combat qu'on attendait entre Asia Miri et Fabiola Pidroni. On espère que cette fois-ci, tout sera OK. Le combat va avoir lieu. Mais ça, c'est aussi un très joli combat qu'on attend. Donc, d'ailleurs, joyeux anniversaire à Fabiola. Effectivement, c'est son anniversaire, c'est vrai. Effectivement. Et en main event, on a Abdul Aburagimov vs Rafal Aratik. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Combattant donc la catégorie des middleweight. Ouais. Il me semble qu'il est classé 30e sur Fight Matrix. Je ne sais pas si les gens le savent, mais tu étais le manager de Abdul. Qu'est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui, de sa montée en catégorie? Voilà. Et de son match-up. Ouais, je te fais une réponse honnête ou hypocrite? En étant tout à fait honnête. Non, ça me paraît logique. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des difficultés pour rentrer Abdul à l'UFC à 77. En termes de management, c'est un bon choix. Le faire monter à 84. 84, les places sont, comment dirais-je, je ne vais pas dire que c'est plus facile. Voilà, j'allais dire que c'est plus facile. Je vais dire que c'est moins difficile. Voilà, c'est le terme le plus approprié. C'est moins difficile de rentrer à l'UFC à 84 qu'à 77. Tu vois. 77, le roster est plein, les opportunités sont peu nombreuses. Il semblerait qu'il y ait quelque chose qui fasse que ça bloque. Donc, en termes de management, je trouve que c'est un bon choix de le faire monter à 84. Après, attention, c'est un choix qui peut être risqué parce que les 84 combattent différemment. C'est une autre puissance, c'est un petit peu différent. Donc, attention que ce choix ne s'avère pas perdant. Mais voilà, Abdul, ça reste extrêmement solide. Son évolution, moi, je ne suis pas surpris, tu vois, pour l'avoir eu de ses débuts à ses 12-1, tu vois. Donc, il faut quand même dire, on a fait 13 combats avec Abdul, quoi, tu vois. Donc, Abdul, il ne s'est pas révélé, en fait, hier, tu vois. Abdul, juste aujourd'hui, est plus connu parce qu'il combat sur le circuit français, chose qui n'était pas le cas avant. C'est la raison pour laquelle il passait un petit peu inaperçu. Mais voilà, Abdul, c'est du très très haut niveau et c'est quelqu'un qui devrait être déjà, je pense, à l'UFC depuis très longtemps, parce que je pense qu'il a le niveau pour y faire quelque chose de très bien, quoi. Super. Et il y a un combat aussi que je suis curieux de voir, c'est Powell Bierna contre contre Faisal Houssine. Faisal Houssine, c'est un combattant que j'avais envie de voir combattre. Donc hâte de voir ce combat. Et aussi, il y a Baki Baysangour Shamsoudinov contre Alexander Michael, un Brésilien, 9-0. Ça va être un combat. Ça va être un combat de fou. Ouais, en tout cas, une belle carte, hein, franchement. Moi, je t'annonce une grosse victoire de Baki, tu vois. Ouais, j'ai regardé un petit peu le Brésilien, mais en fait, c'est un 9-0 un peu. Tu vois, l'année dernière, par exemple, il a fait une décision contre un mec à 0-1, quoi. Tu vois. Donc, voilà. C'est un 9-0 qui est agréable à prendre, on va dire, quoi, tu vois. D'ailleurs, pour toi, est-ce que tu penses que cette carte, c'est la meilleure d'Ares? Quelle a été pour toi la meilleure? Non, pour moi, la meilleure, c'est la dernière. Je pense que la dernière, celle de décembre, était vraiment très bonne. Non. D'autant plus que je sais, de sources sûres, parce que tu sais que, tout se sait en fait dans ce petit monde. Il y a beaucoup de combats qui vont sauter en plus, tu vois. Donc, aujourd'hui, c'est pas la meilleure carte d'Ares. C'est une excellente carte, hein. Il y a de superbes combats, tu vois. Moi, je suis très excité à l'idée des 4 combats de mes 4 combattants, tu vois, par exemple. Mais si on parle vraiment en termes de très haut niveau, il y a eu des cartes un peu plus étincelantes. Tu vois. Et tout à l'heure, juste pour revenir, quand on faisait les awards,
on a oublié les 3 médias de l'année français. Ah, on a oublié de les citer. On y revient vite fait dessus? Ouais, bien sûr. Est-ce que... En fait, tu es en train de me donner la parole, c'est ça? Tu attends que je me prononce. C'est ça, vas-y. Je te laisse faire ton classement. En fait, tout dépend déjà de ce qu'on entend par média, en fait, tu vois. Est-ce que par média, on entend un média neutre qui se prononce dans la critique, qu'elle soit positive ou négative, ou est-ce qu'on entend par média une équipe qui est associée avec une autre équipe et qui promeut leurs combattants, tu vois, c'est ça le truc. Donc, alors, moi, quand j'ai fait mon classement, j'ai été dans ce que j'écoute au quotidien, tu vois, pour pouvoir m'informer du MMA, aussi la qualité des classes, des documentaires, le rendu, enfin, que ce soit le visuel, que ce soit l'audio, sans parler de qui s'est affilié, sans parler de ça, tu vois. Essayer d'être le plus neutre après, voilà. Ok. Alors, si la question, c'est de savoir ce que j'écoute, je vais te répondre tout de suite. Moi, j'écoute Gong. J'aime beaucoup Gong. Ouais, c'est vrai, Gong. J'aime beaucoup ce que fait Laser MMA. Je trouve ça très beau gosse. Je trouve ça très propre. On en a parlé déjà, toi et moi, il y a quelques jours. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est beau, le rendu, franchement, du bon boulot. J'aime beaucoup, J'aime beaucoup ce que fait Denis. Alors, attends, je ne veux pas te dire de bêtises. Denis. Ouais, anciennement, il était chez Fight Nation et maintenant, sa chaîne s'appelle DS Sports Content. Il fait du travail de très bonne qualité, j'aime beaucoup. Okay. Mais moi, ce que je regarde essentiellement, c'est ça, c'est Gong, c'est Laser et c'est RMC aussi. Hein. Moi, je regarde RMC, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ouais. Donc voilà, si tu me demandes moi ce que je regarde, c'est ça. Après, chez les francophones, j'aime beaucoup Ilyes aussi. MKT, ouais, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Bah, sinon, je ne suis pas abonné aux autres, tu vois. Donc, je ne regarde pas les autres. Ouais. Non, mais franchement, ce que tu as cité, c'est joli. Moi, en ce qui me concerne, alors en 3e position, je mets la ceinture scapulaire, Clément Marcoux. Ah, j'avais pas compris. Okay. Je vais comprendre pourquoi je dis la ceinture scapulaire. Okay. Voilà, franchement, de par sa régularité sur l'actualité, là, il vient de lancer les podcasts l'actualité. Enfin, il a été vraiment actif aussi. Ça, c'est un critère que je trouve très important. Il y a beaucoup de médias qui sont bons, mais en termes de contenu, c'est pas récurrent et tu vois, c'est important de tous les jours. L'actualité dans le MMA, ça va vite. Clément Marcoux pour sa réactivité, tous ces podcasts de qualité. The French Savagerie, plus particulièrement les short notice, les missions avec Kakarot. D'ailleurs, je leur passe un big up à eux deux. Voilà, les short notice. Donc, c'est des analyses de combat qui font rapidement, en fait, tu vois. C'est des trucs pas préparés. Donc, franchement, c'est sympa, j'aime bien. Et les numéros 1, pour moi, ça reste la sueur. Voilà. De tous les documentaires qui a pu être mis en avant cette année. Enfin, même les années précédentes. Donc voilà. Donc, la sueur. The French Savagerie et Clément Marcoux. Ok. Voilà pour terminer les awards. On avait oublié celle-là, elle était importante. Et on va passer une petite partie UFC. On a le week-end prochain, le podcast va sortir pas longtemps avant. On a Imavov, Nassourdine Imavov vs Kelvin Gastelum. En main event, donc voilà, ça ouvre l'année en plus. C'est ça que je trouve extraordinaire. Déjà, le fait que c'est Nassourdine, c'est un Français, mais là, c'est le premier main event de l'année. Donc, franchement, ce combat, déjà, quand à l'époque, j'avais eu la chance de l'interviewer, il devait se faire, justement. On avait parlé, lui et moi, de ce combat. Et à grand regret, il n'avait pas été fait. D'accord. Et là, qu'il est fait, je trouve ça bien. Et qu'est-ce que tu penses de ce combat et de Kelvin Gastelum? Je pense qu'il faut faire attention. Hein. Gastelum, c'est du costaud. Solide. Hein. Ouais, j'ai beaucoup aimé le combat de Gastelum contre Adesanya. J'ai trouvé qu'il était habile et qu'il avait eu un bon game plan justement pour éviter l'allonge d'Adesanya et d'être trop embêté en anglaise. Donc attention à ce que Imavov ne se fasse pas avoir sur la stratégie qu'aurait mis en place Gastelum.
Il y avait la ceinture à l'époque quand même, tu vois, parce que moi je te coupe, mais à l'époque, moi je l'ai vu ce combat. D'ailleurs, c'est l'un des combats les premiers que je me suis levé pour regarder faire nuit blanche, mais je trouvais qu'il y avait un enjeu et Gastelum, je l'ai jamais revu aussi agressif sur un combat, tu vois. Je pense à Whittaker, à Darren Till, enfin tous les gars qu'il a pris derrière Adesanya, ça a été des contre-performances et pourtant ils étaient solides aussi, hein. Mais mais voilà, donc je me dis, est-ce que là, le fait qu'il n'y ait pas de scénario, alors peut-être qu'il y a l'enjeu que là, il est sur pas mal de défaites, Gastelum, ça peut être le dernier peut-être pour lui, quoi. Ouais, c'est la raison pour laquelle si tu m'avais demandé de pronostiquer, je t'aurais dit Nassourdine. Nassourdine, mais dans un combat compliqué, là c'est sur un 5 reprises comme c'est un main event. Peut-être à la décision alors. Ok. Ouais. À la décision, ouais. Sur un 5 moi, j'ai jamais vu, tu vois, Nassourdine sur 5 rounds. Là, l'UFC Paris, il m'a laissé sur ma faim. Bon, après, je sais que il était psychologiquement, il était touché, il voulait le détruire, le mec, donc il a tout donné. Et vraiment, j'espère que sur ce combat, il va gérer son cardio et pas tout donner dans les débuts de round. Enfin, je pense, de toute façon, qu'il va pas le faire. Mais Gastelum, attention, hein, franchement, il a jamais été mis KO. Alors moi, ce que je souhaite, c'est que justement, Nassourdine le mette KO. Parce que je trouve que ça pourrait être la meilleure manière de se démarquer, quoi. Bien sûr, bien sûr. Après, c'est possible, hein. Mais encore une fois, je trouve que Gastelum, il n'a pas un record incroyable, hein. Il a 17-8, mais il ne faut pas se fier à ça, hein. C'est vraiment quelqu'un qui fait de très belles analyses, enfin, c'est certainement sa team, pour établir des stratégies de combat. Souvent, ils nous sortent de belles choses, tu vois, on voit que c'était très travaillé. Donc, à voir ce qu'il va proposer, mais en tout cas, encore une fois, c'est un combat qui est hypant, pour reprendre des termes à la mode. Et voilà, on regardera. Voilà. Vidéo à venir justement sur Nassourdine Imavov dans pas très longtemps. Et on va passer à Benoît Saint-Denis, qui me semble qui arrive demain en Bulgarie pour commencer son training camp. Il est arrivé déjà. Il est arrivé déjà. Ouais. Benoît, c'est quelqu'un qui aime tout programmer, tout contrôler, donc il est venu une journée avant, histoire de reconnaître les lieux, des fois qu'il y ait une tentative d'assassinat ou de braquage ou je ne sais quoi. C'est son côté fort spécial là, qui sort là. Repérer les lieux, les issues de secours de chaque bâtiment. Et donc demain matin, son adversaire il est dans la merde. Et donc demain matin, je commence l'entraînement. Donc moi-même, j'habite à 2h30 de route de Sofia. Je pars demain matin très tôt pour le rejoindre et je resterai là-bas pendant 10 jours. Il y a déjà Daniel aussi qui est là-bas, Daniel Warin, qui est déjà arrivé, pardon. Donc on a une belle petite équipe, on a beaucoup de combattants de la BTT qui se déplacent de très haut niveau. On a fait cette fois-ci un camp en comité restreint, vraiment autour de Benoît pour le préparer du mieux que l'on pouvait. Après, on a aussi d'autres combattants du même poids qui préparent des échéances, donc du coup, c'est utile pour tout le monde. Et donc voilà, tout le monde est là pendant 10 jours, ça va être cool, joli petit camp. On a la chance de recevoir quelques médias en plus qui font le déplacement pour venir filmer. Ça, c'est très cool. Les choses commencent à prendre de l'ampleur, les choses commencent à se construire, et bien, il y a de l'intérêt de part et d'autre. Là, il y a encore un autre média français qui m'a contacté tout à l'heure, savoir s'il pouvait faire le déplacement. Donc, on est en train en ce moment de voir si on peut caser un média là, un autre ici, un autre là, tu vois, qui ne se déplacent pas tous en même temps. Donc, non, c'est cool, les choses sont en train de prendre forme. J'avais promis dans une publication qu'on ferait attention à notre communication sur 2023 et je vais tenir cette promesse, on va vraiment faire attention, on va mieux et plus communiquer et s'entourer des bonnes personnes pour bien communiquer et voilà, ça va être cool et j'ai hâte. Et je pense une question que les auditeurs vont se poser, pourquoi faire un camp en Bulgarie pour Benoît? Précédemment, ces camps, c'était pas en Bulgarie, je pense au dernier là, il était venu pendant le. Ouais, il était venu. Hein. La dernière fois, c'était en Bulgarie. Mais pas l'intégralité, non, du camp. Non, pas l'intégralité, mais le départ, en fait. Si tu veux, lui, il aime bien commencer
par la Bulgarie. La Bulgarie, il y a plein de choses. La première, déjà, c'est son manager. Ça, déjà, ça à ne pas négliger, tu vois. Ensuite, la deuxième chose, c'est on a une qualité en termes de ressources humaines. Alors, tu vois, j'essaie d'employer des grands termes, mais en fait, on a des sparring partenaires de qualité. On a une salle qui est absolument incroyable. Et en fait, avec tout le confort que propose la Bulgarie. Alors, la Bulgarie, pour les gens qui ne connaissent pas, ça paraît étrange de dire ça parce que c'est un pays qui, normalement, n'est pas très accueillant et touristique. Mais détrompez-vous, tous les Français qui viennent une fois en Bulgarie reviennent à coup sûr parce que les possibilités sont très grandes en Bulgarie, sincèrement. Le coût de la vie est extrêmement moins cher et surtout en Bulgarie, on est libre. On fait ce qu'on veut. On n'a pas de contraintes. Voilà. Il fait bon vivre ici. Donc, ouais, il a voulu venir ici. Voilà, ça le change un petit peu. Voilà, pour toutes les raisons que j'ai citées, il a décidé de faire le début de son camp ici. Donc voilà, on y va, c'est parti. Et donc là, combat le 18 février. Ouais. Donc face à Joe Solecki. Solecki, pardon. Adversaire solide. Ouais. Ouais. Qui a 12-3, c'est ça? Adversaire très solide, ouais. C'est un mec qui a pris des noms. Qui sort du Contender Series. Ouais, il me semble. Il a battu Jim Miller. Ouais, par décision, j'ai vu. Jim Miller en décision, c'est chaud quand même. Hein. Ouais, il est à 4-1 à l'UFC. Il a 4-1. Il a pris Donald Cowboy Cerrone là, en grappling. Ouais, sur une compète de grappe. Donc, en fait, il l'a battu. Il a un bon sol. Enfin. Bon, il va falloir être prudent. C'est un gars qui appartient aujourd'hui au top 30. Donc, j'avais dit qu'avec Benoît, on voulait avancer. Petit à petit, on fait le taf. On maintient, comment dirais-je, notre collaboration qui est excellente. Tu sais, le fameux triangle des Bermudes entre moi, Daniel Oharin et Benoît Saint-Denis. L'entente est excellente. Ça fait très longtemps qu'on bosse ensemble et on a tous les mêmes objectifs. On a tous la même façon de travailler, la même vision des choses. Donc voilà, on veut avancer, mais en même temps, sans se mettre forcément, j'allais dire en danger. En danger, on y est tout le temps à partir du moment où on combat, mais en calculant les risques, en fait, tu vois. Donc là, le fait de prendre un mec qui était top 30, ça, c'était parfait dans l'évolution qu'on voulait pour Benoît. Donc voilà, mec solide que Benoît va battre, et voilà. Et en cas de victoire, Guillaume, on veut savoir le prochain adversaire. Je sais que ça porte un peu la poisse, mais j'ai besoin d'en parler. Qui, en cas de victoire, Benoît, il aimerait affronter qui? On veut des noms, nous. On veut des noms. Tu sais, il ne faut pas poser la question à Benoît. Tu lui poses la question, il va te dire Makhachev. Tu vois, Benoît, c'est pour ça qu'on l'adore. Tu vois, Benoît, c'est un gars. En fait, lui, il est prêt à toutes les éventualités. C'est quelqu'un qui veut se confronter au très haut niveau. Donc voilà, souvent, notre mission à nous, avec Daniel, c'est justement de le calmer un petit peu et de calmer ses ardeurs. Parce que s'il n'y avait que lui, bien sûr, il ferait un call-out sortie de cage à Makhachev, tu vois. Donc non, il n'y a pas de nom en tête. Je te réponds d'une façon très honnête. Aujourd'hui, on prend vraiment les combats les uns après les autres. Moi, ce que je veux, c'est que Benoît gagne. En plus, avec la manière. Et une fois que ce sera fait, on pourra penser à l'après, tu vois. Mais pour l'instant, l'objectif, c'est juste la tête de Solecki et voilà. Ça marche. D'ailleurs, ce podcast va sortir samedi. N'hésitez pas à venir dimanche sur la page Facebook UFC France. Aux alentours des 19h, 20h, heure française, il y aura un live avec Benoît Saint-Denis, Daniel Oharin et Guillaume. Donc, si vous voulez venir leur poser des questions. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi en commentaire à les mettre. Voilà, je les poserai directement à Benoît. Donc, voilà. Venez, et on répondra à toutes les questions. Toutes. Ouais, toutes les questions. Ça, c'est important de le souligner. Vraiment tout. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, ça aide. Voilà, pour 2023, on va essayer de faire un podcast par mois. On va se tenir à ça en fonction de l'actualité du MMA. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. S'il y a des sujets, c'est avec plaisir. Je le redis, mettez en commentaire des sujets qu'on peut traiter avec Guillaume. S'il y a aussi des combattants que vous voulez qu'on invite, franchement, mettez des noms. Tout le monde est le bienvenu. On essaiera de les faire venir. Donc voilà. Merci à vous.
Merci à toi, Guillaume. Et puis, à très bientôt. Et puis, force pour la préparation de Benoît et la tienne aussi un peu. C'est très gentil. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de poids à faire. N'oublie pas. Ouais. N'oubliez pas, en février jours, aussi. Ouais, on va se restreindre. Là, c'est le combat le plus difficile. C'est le combat contre l'assiette. Ouais, de toute façon, je referai un live et une vidéo analyse du combat de Benoît avec un invité. Donc voilà, force à la team et puis à très bientôt. Merci. Merci beaucoup les gars. Merci à ceux qui suivent. Merci les gars.